Alors, bienvenue au podcast que vous regardiez ou que vous écoutiez à partir de YouTube, comme abonné Patreon ou comme auditeur de la station CIAX 98.3 FM de Windsor. Ce podcast, ça se veut un lieu de rencontre pour aller à la découverte des gens qui ont mis l'humain au cœur de leur pratique professionnelle et ce qui les a amenés dans leur parcours de vie à faire ces choix. Je suis vraiment content aujourd'hui d'accueillir deux personnes que j'aime beaucoup pour ce premier épisode du podcast. Monsieur Luis Adolfo Gomez González, professeur au département de psychosociologie et travail social de l'Université du Québec à Rimouski. Hey, j'ai réussi à dire tout ça d'un coup. Et également Olivier Nesmond. Bonjour Louis, bonjour. Bonjour, Patrick. Bonjour, parce que là, moi, je me fie à la vidéo, hein, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui vont écouter seulement, il faut que je me le rappelle. Également avec nous, Olivier Nesmond, maîtrisant en études des pratiques psychosociales, également à l'UQAR, et praticien en thérapie psychocorporelle, pardon. Il pourra me reprendre parce que sa pratique se transforme aussi, donc peut-être que le titre que je lui donne aujourd'hui ne convient pas. Bonjour, messieurs. Salut, les gars. Salut Patrick. Salut Patrick. Comment ça va? Bien. Ben voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On a hâte de voir qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui, Patrick. Oui. Ouais. Ben en fait, l'idée de ça, c'est que je prépare pas trop. J'aimerais ça que ça soit sous forme de discussion. Donc, pour moi, je ne le considère pas comme des entrevues, mais vraiment comme des entretiens. De toute façon, tu sais, ça fait quelques années qu'on se connaît, Louis, depuis 2016, où j'ai entamé la maîtrise à l'Université du Québec à Rimouski. Olivier aussi, on se connaît depuis presque 3 ans, où on entame notre 3e année de Oui, à peu près. de Oui. fréquentation. Donc, moi, je vois vraiment ça comme une discussion libre. Il y a un thème quand même, puis peut-être que je peux vous guider un petit peu au départ là, sur les sujets que j'aimerais qu'on aborde. Louis et Olivier, vous avez en commun de ne pas être nés au Québec. Donc, je trouvais que c'était un bon point de départ. Ce que j'aimerais qu'on regarde à travers ces émissions-là, c'est bon, aujourd'hui, Louis, tu enseignes à l'Université du Québec à Rimouski. Olivier, tu as une pratique bien particulière à toi. Qu'est-ce qui fait que dans notre histoire de vie, il y a quelque chose, à un moment donné, qui nous a amenés vers ces pratiques-là, qui nous a appelés, qui nous a interpellés? Et puis ouais, hein, ça soupire en va dire, on pourrait en avoir pour 4-5 heures. Oui. Mais on pourrait commencer, Louis, dès le départ. Toi, tu es né au Nicaragua. À peu près à quelle époque ça te dérange pas trop de révéler ton âge? Absolument pas. Je suis né au Nicaragua en 1961. 61? 61, oui. Fait que bientôt 60 ans. Mm-hmm. Puis de toute manière, peu importe l'époque où je suis né, les conditions ont toujours été les mêmes. Un pays du tiers-monde qui était appelé dans le temps tiers-monde, aujourd'hui on les appelle autrement. Un pays en guerre, comme ça a toujours été et que ça continue à être. Un pays soumis aussi à énormément de contraintes économiques, politiques, socio-économiques, tout ce que tu voudras, fait que ça n'a pas beaucoup changé non plus. Voilà. Mm-hmm. Puis tu es parti du Nicaragua au moment justement où, parce que j'ai lu un peu une partie de ton mémoire de maîtrise, où justement tu racontes un peu le passage dans cette vie-là du Nicaragua de une vie de catéchèse, une vie à faire de l'enseignement de catéchèse, à passer presque du jour au lendemain avec une mitraillette dans les mains, dans les mêmes montagnes où tu enseignais. J'aime ça la manière dont tu dis ça. Ça fait plus, ça fait un peu plus doux comme transition aussi, malgré Ah que ça oui, soit des sauts assez incroyables. Mais non, ça n'a pas été si saut violent que ça.
Ah. Depuis, je dirais depuis l'âge de 13 ans, quand j'étais en secondaire, déjà j'avais commencé à militer un peu d'un côté du niveau politique dans le mouvement étudiant de l'époque. C'était un mouvement révolutionnaire, c'était un mouvement contre la dictature de ces temps-là. Et en même temps, en troisième année aussi, j'ai commencé à donner la catéchèse parce que je voulais rentrer au séminaire avec les mêmes prêtres qui géraient l'école où j'étudiais mon secondaire. Puis, dans mon pays, à différence d'ici, c'est une des choses qui m'a le plus impressionné quand je suis arrivé ici. Et l'Église était beaucoup plus impliquée avec les luttes populaires. Et puis, elle était beaucoup plus engagée. Fait que j'ai commencé à enseigner la catéchèse. Puis, une de mes premières expériences, c'est d'arriver un jour à une rencontre de catéchèse, puis les gens parlaient que la veille, il y avait eu la garde nationale qui était venue sortir les jeunes dans les rues, puis avaient été fusillés devant leur mère parce qu'il y avait des égratignures sur les genoux. Et donc, s'il y avait des égratignures sur les genoux, ça se pourrait qu'ils soient des révolutionnaires qui étaient en train de s'entraîner pour faire l'insurrection. Mais en réalité, ces jeunes-là, ils s'étaient fait des égratignures en jouant au baseball. Fait que non, tu vois, ce n'était pas un saut si violent que ça. Je pense que tout ça m'a amené, si j'ai voulu faire la catéchèse, puis l'implication à ce niveau-là, c'était parce que j'avais déjà ce goût-là de m'impliquer, mais à partir d'une posture de foi qui n'était pas si différente que d'une posture politique. Puis c'est comme ça que peu à peu, je suis arrivé de séminariste, parce que finalement, je suis entré au séminaire, à militant militaire. Puis ça, t'avais quoi, 15-16 ans à cette époque-là? Comme je t'ai dit, j'avais commencé ma militance quand j'avais 13-14 ans. Ouais. À 17 ans, à la fin de 17 ans, je suis entré au séminaire. Puis j'ai fait 3 ans de séminaire. Puis à 21 ans, 22 ans, je suis entré comme militaire. Donc, tu te préparais à devenir prêtre? Oui. Puis finalement, tu as décidé d'aller dans l'armée. C'est quand même deux mondes assez différents. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de... Non? Pas si différent que ça. En tout cas, pas dans le contexte latino-américain, et pas dans le contexte de mon pays. La seule chose, je pense que c'est le choix du lieu où, à ce moment-là, j'ai décidé de m'impliquer. Possiblement que il y avait eu beaucoup de choses pour lesquelles je suis sorti du séminaire. C'était pas juste parce que j'avais le goût d'aller dans la montagne du Nicaragua, dont je revenais d'ailleurs parce que j'avais participé à la campagne d'alphabétisation après le triomphe de la révolution sandiniste en 1980, que c'était la croisade 81. Puis comment dire, c'est qu'en revenant de la croisade d'alphabétisation, je me suis trouvé un peu trop à l'étroit dans une communauté religieuse. Et je me suis mis à questionner énormément les 3 vœux que je considérais complètement irrationnels, compte tenu que je me suis dit, pourquoi faire des vœux de pauvreté quand il y a des gens qui crèvent? Pauvreté, charité, chasteté. Pauvreté, chasteté et obéissance. Obéissance, oh oui. Et j'avais des problèmes avec les 3. Fait que... Je crois que dans l'armée, voilà. Obéissance, c'est pas mal le premier. Là. Oui. Mais oui. Dans l'armée, je me suis arrangé pour devenir officier assez vite. Ouais. Donc l'obéissance, elle allait dans l'autre sens. Là. Oui, c'est ça. Oui. OK, voilà. Je commence à comprendre l'officier puis le professeur. Là. OK. Ouais.
On en parlera. OK. OK, Louis, merci. Ben écoute, Olivier, je te vois hocher de la tête des fois dans les interventions de Louis. Je veux vous dire que gênez-vous pas pour intervenir. Tu sais, si Olivier est envie d'un coup d'embarquer ou toi-même de poser une question à Louis ou l'inverse, Louis, auprès d'Olivier. Euh, Olivier Nesmond, Oui. t'es né en France Eh ouais. Eh de, ouais. Mais de à coup pas. parents qui... Je suis né en France. Je suis né à Ben Paris. non, mais c'est des choses qui arrivent. Hein. Euh, Oui, c'est ça. je peux me permettre de dire ça. Ma conjointe est française, puis Oui. je fais souvent des blagues là-dessus. Euh, donc, t'es né en France, mais de parents d'origine différente, là, je crois. Oui, ma mère est de France, de la région des Châteaux de la Loire. Hmm. Donc zone touristique très très appréciée. Elle a grandi en tout cas là. Et puis mon père est originaire de la Martinique, avec une petite histoire derrière que j'ai pas besoin d'exprimer là maintenant. Mais oui, voilà. Donc je suis issu d'un métissage en fait, et j'ai Hmm. grandi dans un monde de métis sans être conscient autrement que de mon propre point de vue du métissage vraiment du couple de mes parents, quoi. Ce sont deux Hmm. personnes qui, enfin, quand je dis mes parents, moi j'ai grandi avec un homme qui n'est pas mon père, mais qui est aussi originaire de la Martinique. Et jusqu'à ce que je sois assez grand, on m'a toujours fait croire que c'était mon vrai père. Donc j'ai pris cette histoire un petit peu comme... Moi je suis né dans une famille où mon papa est noir et ma maman est blanche. Et moi je suis café au Ouais, lait. ouais. Donc c'est un petit peu mon bouillon initial. Ok, mais disons qu'avec un grand recul, surtout un recul que j'ai pris avec ma recherche à l'université, de réussir à identifier en fait le poids du métissage sur la formation de ma propre identité. Moi, j'ai toujours eu des difficultés de communication avec les gens qui ont une origine proche de l'origine de mon père, sans vraiment savoir l'exprimer. Moi, j'ai grandi à Paris, j'ai une culture française. Tu l'entends d'ailleurs à mon accent. J'ai une culture d'école française, une éducation à la française. J'étais dans un collège catholique jusqu'à l'âge de 16 ans. Euh, donc j'ai vraiment eu toute la culture de l'endroit où je suis né, et j'ai jamais identifié l'homme noir en moi. Ça, c'est un truc que j'ai pas eu conscience pendant une grande partie de ma vie, que j'étais aussi noir. Et en fait, ça m'a servi. J'avais une sorte d'innocence où j'ai toujours pu grandir avec la facilité de l'homme blanc. Moi, j'ai jamais fait face au racisme. C'est peut-être une chance, une Mhm. exception. Je n'ai jamais expérimenté le racisme, quelle que soit la forme, pendant que j'étais en France. J'ai découvert le racisme quand j'ai commencé à voyager, en fait. Donc en France, je pense que j'ai grandi dans un milieu relativement privilégié, malgré les différences de caractère et les origines ethniques de mes parents. Moi, j'en ai jamais souffert. C'est pas quelque chose dont je peux parler. Mais Mhm. Mhm. d'un autre côté, en grandissant, j'ai pu observer que les gens ne me regardaient pas comme quand j'étais en France, et qui voyaient que j'avais quelque chose. Quand j'étais au Japon, tu sais, j'ai vécu au Japon 11 ans. Au Japon, je fais tâche là-bas, forcément. Tu sais, je ressens pas aux gens du cru. Donc les gens sont Mhm. curieux de Mhm. savoir d'où je venais et mes origines. Et quand je disais que j'étais français, pour pas mal de gens, ça les surprenait, parce que c'est pas, je suis pas représentatif de l'image qu'un étranger se fait d'un Français, surtout Mhm. en Extrême-Orient. Donc j'ai découvert un petit peu que j'avais autre chose que ce à quoi je m'étais identifié. Les gens le voyaient, mais moi j'étais incapable vraiment de le nommer, de l'exprimer. Et puis tu posais une Donc, question. juste, Ouais, pardon. oui, excuse-moi, Olivier, juste pour nous Ouais. replacer, parce que tu parles du Japon. Mmh. Moi, je te connais, je le sais qu'il y a eu ce Ouais. passage-là. Donc, ce que je comprends, c'est que jusqu'à peu près à l'âge de 16 ans, tu vivais comme un Français, comme tous les jeunes Oui, oui. Français. Tu es allé au lycée, tu as écouté du rap, Yes, I. tu avais des amis. Surtout du reggae. Ah, surtout du reggae, ah, nice, c'est bien, j'aime ça. Euh, et puis là, tout d'un coup, ben, je ne sais pas à quel âge tu es parti au Japon, puis pourquoi, mais ça m'intéresse aussi. Le OK. départ, tu sais, comme Le départ, hein? Louis Oui. est parti dans la vingtaine du Nicaragua. Louis, si je ne me trompe pas, c'est ça? 27 ans, oui.
À 27 ans. Olivier, tu as quitté la France à 19 ans? Non, 21 ans. 21 ans. En fait, il y a une histoire qui est un petit peu rigolote pour moi, peut-être pas pour les autres, mais pour moi, je suis arrivé au Japon le 10 janvier, je me souviens plus l'année, où et j'allais avoir 21 ans dans l'année qui arrivait. Okay. Et Mhm. je ne le savais pas, je suis arrivé ce jour-là au Japon, le 10 janvier, c'est le jour qu'on appelle Seijin no Hi au Japon, et c'est le jour où officiellement tous les jeunes qui vont avoir 21 ans dans l'année sont reconnus comme entrant dans l'âge adulte, comme reconnus comme adultes. Et je suis arrivé symboliquement ce jour-là. Donc ça a été Wow. dans la symbolique, c'est le commencement d'une deuxième phase de ma vie, où j'arrive à Mhm. 21 ans, je sais rien de moi, je sais rien du monde, j'ai juste la passion maladive du Japon, d'aller au Japon, de rencontrer les Japonais, de devenir japonais, de faire de moi un samouraï. Ça, c'était les rêves de gamin, quoi, que j'avais dans la tête. Et puis je suis arrivé ce jour merveilleux où il y a un ami qui m'avait dit, tu sais Olivier, tu rêves du Japon. Tu sais, il était compatissant, c'est un Français qui a vécu au Japon. Il me dit, tu sais Olivier, tu rêves du Japon, faudrait quand même que tu saches que le Japon, c'est pas forcément tout ce que tu imagines, et tu Mhm. vas tu verras pas des samouraïs dans la rue, tu verras pas des gens en kimono comme ça. Il essayait de m'asseoir un petit peu sur le rêve que je m'étais monté Mhm. dans mon esprit. Et le jour où j'arrive au Japon, je vois des jeunes en kimono, mais partout. Je me suis dit, tiens, le mec, il m'a fait un canular. Parce que tu étais la fameuse journée. Voilà, parce que je suis arrivé ce jour-là. Et du coup, Ah oui. j'ai subi un enchantement du Japon. Je suis allé j'ai été hébergé pendant un moment au démarrage de mon séjour chez une amie qui habitait à côté d'un temple. Donc tous les matins, j'entendais la cloche que sonnaient les prêtres et tout ça. Je me sentais vraiment dans un bain culturel qui était ce à quoi je Excuse-moi, m'attendais. Olivier. Je vais juste t'interrompre parce que Ouais, je sais pas si ça vient de toi, mais quand tu bouges, on entend gricher. c'est ma chaise. Est-ce que tu peux... C'est mon asti de Non, chaise. Je vais me tirer une ou bûche c'est à la moi. place. Je sais pas. Tu sais, on fait des essais, là, j'entends des pops, des grichages, J'entends des grichages sur la Excuse-moi. ligne, mais mon siège craque aussi, donc je vais arrêter de bouger. Je vais Non, m'exprimer c'est comme un inexprimable. frottement de ton micro sur... C'est comme un Oui, frottement de ton c'est comme micro sur ça. ton chandail. Comme ça, là, peut-être. Ça Voilà. va mieux, hein? Voilà. Oui, c'est ça. C'est beaucoup mieux. All Merci. right, we Oui, got it. c'est ça. Mhm. Merci. Excuse-moi, donc tu arrives dans l'émerveillement d'un Japon en pleine fête. Oui, c'est pas une fête, hein, c'est plutôt un jour cérémonieux. Tu sais, c'est officiel. Ouais, ouais, Maintenant, ouais. les jeunes, vous devenez adultes et tout le monde s'habille sur son 31 à la japonaise, donc en kimono, en commun. Et c'était Mhm. beau à voir. C'était vraiment fascinant pour moi de voir tous ces gens extrêmement bien habillés, avec beaucoup de classe, beaucoup de... C'était pas du fast, c'était pas du bling bling, mais il y avait de la noblesse dans l'attitude du peuple ce jour-là. C'était vraiment fantastique. Mhm. Bon, après, j'ai déchanté, j'ai eu mes petites leçons personnelles aussi au Japon. Mais voilà, bon, moi, je viens de ce milieu parisien tout à fait ordinaire, euh, avec bah, né d'un couple métis. Moi, je suis métis, pas très conscient de ça. Puis j'arrive en tant que Français dans une culture asiatique qui est vraiment radicalement différente. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir Mhm. que non seulement, oui, je suis français, mais être français, qu'est-ce que ça veut dire quand tu n'es jamais sorti de ton pays? En fait, je suis devenu français en quittant la France. Okay, j'ai découvert qu'est-ce Mhm. que j'avais Ah oui, reçu comme impact ah oui. culturel, de quoi j'étais porteur, et que tout ce qui me paraissait différent dans l'autre était ma différence à moi en vérité. C'est ce que j'ai commencé à Mhm. identifier, mais c'était un long processus. Et découvrir qu'à travers ce français, des personnes voyaient une autre origine dont moi, je m'étais vraiment pas du tout soucié. Je le sais, je suis café au lait, mais je me suis jamais identifié en tant que descendant, ressortissant antillais. C'est venu beaucoup plus tard. Mhm. 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 OK. Mais là, on est comme rendu, autant chez Louis que chez Olivier, dans le récit, à Mhm. le départ de la terre où on a grandi. Euh, je me demandais, c'est quoi, puis vous répondez comme vous voulez, un ou l'autre, là. C'est quoi le moteur? Qu'est-ce qui fait qu'on se Oh, dit moi, un je sais. jour,
je quitte. Là. C'est là maintenant, là, il faut que je le fasse. Ouais, si tu veux, quand je suis dans le flow, là. Moi, là, tu sais, c'est pas à 21 ans que j'ai découvert que je voulais me barrer. Depuis que j'ai 5 ans, je voulais me barrer. Depuis que j'ai 5 ans dans mon esprit, j'étais fasciné du Japon. C'est venu de façon très, très amusante, en fait. À 5 ans, quand j'étais en France, on apprenait à lire et pour le texte de lecture qu'on avait, parlait d'une chèvre qui s'appelait Amadou. Elle avait un petit nez, Amadou. Puis la chèvre rencontre des enfants de tous les pays. Puis un jour, elle arrive au Japon. Moi, je tombe sur cette lecture et j'attends pas que la prof me dise de lire. Je vais lire l'histoire. Et cette petite chèvre rencontre une fille japonaise, Maiko, habillée en kimono. Et moi, petit gamin qui voit pas très loin la vie, je tombe amoureux de cette petite fille. Et c'était comme une édifice d'aller la trouver. Wow, c'est donc bien beau, ça. Ah oui, Voilà, une donc. histoire d'amour. Mais en fait, j'ai compris, j'ai retrouvé cette histoire que très très tard en faisant mes récits de vie. Beaucoup plus tard, moi, ce qui m'a fait partir de France, c'est la vie insupportable au niveau des tensions familiales. J'avais beaucoup de difficultés à m'entendre avec mon père. Sans savoir que c'était pas mon vrai père, puis c'est pas de sa faute, il a fait de son mieux, mais moi je me sentais pas bien dans ce monde-là, je me sentais pas bien dans la vie de couple de mes parents, je me sentais pas bien à l'école, euh, tout me cassait les pieds, pour parler politiquement correct. Et j'avais une hâte, c'est de quitter la maison et de quitter la France et de partir. Et sachez-le quand même, parce que j'adore la France, mais quand j'y viens en touriste, j'aime beaucoup les relations avec mes amis, on mange bien, on vit bien, mais c'est pas le pays où j'ai envie de vivre parce que j'ai vécu des moments des moments qui ont causé mon déracinement. Donc voilà ce qui m'a fait Mais partir, moi. quand tu pars de la France, tu pars pas de la France en te disant je vais aller au Japon apprendre une pratique ou faire. Est-ce Si, que tu si, avais un si, si. projet? Oui, Oui, OK. oui, 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 je suis parti. Moi, je suis devenu dingue quand j'ai regardé Karate Kid. Euh, Karate Kid? oui, Ben oui, moi Karate aussi. Kid. OK. Ben Et oui, puis, tu sais, ben oui. il y a tout ce monsieur Miyagi, là, Wax tu sais, qui in, fait wax out. voilà, Wax in, Wax off. Bon, j'ai Wax off France et Wax in Japan. Et voilà, c'était une idée fixe. Ok, Ah, depuis que j'ai 5 ans, c'est une idée fixe. Je vais au Japon et je vais hum, rencontrer un maître. En devenant adolescent, ça s'est renforcé et je me suis fait un rêve, en fait, un rêve débile. Parce que je dis débile parce que ça m'est arrivé. Je me disais, je vais rencontrer un grand maître qui va m'apprendre toutes les choses que les autres adultes ne savent pas m'enseigner, ne savent pas m'aider à comprendre. J'étais mhm. dans un espèce de non-sens permanent et je rêvais de rencontrer quelqu'un qui m'apprendrait ce que j'ai besoin de savoir. Et secrètement, que j'ai découvert après, c'était donner un sens à ma vie, tout simplement. Donc, Hum. c'est ce besoin que ma vie ait un sens, ça a été le moteur pour moi de quitter la France, que j'aime beaucoup. Mais c'est en France que j'ai fait ma maturité. C'est au Japon, pardon, que j'ai fait ma maturité, pas en France. OK. Bon, on va y Ouais. revenir. Louis, de ton côté, c'était quoi le déclencheur du départ? Ben, tu vois, j'entendais Olivier, puis en fait, je n'ai pas voulu quitter mon pays. Mon pays, je l'adorais. Et j'avais été très impliqué avec les gens de mon pays, avec mon peuple. Et c'est parce que j'ai commencé à avoir. Bon, j'étais dans le gouvernement révolutionnaire et j'étais très impliqué dans le gouvernement révolutionnaire et dans le parti sandiniste de l'époque. Puis, j'ai juste commencé à avoir des différences avec certains membres de la hiérarchie. Je ne dis pas que c'était avec l'ensemble du système ni l'ensemble du parti. C'était juste avec certains membres qui avaient suffisamment de pouvoir comme pour me faire disparaître. Puis j'ai Oh. commencé à recevoir des menaces de mort. Puis pour ma famille, quand je parle de ma famille, je parle de ma grand-mère, fondamentalement de ma grand-mère, mes frères et sœurs, etc. Hum. Puis, à ce moment-là, j'avais comme trois choix. Soit que je permettais de me faire disparaître, soit que je m'en allais, tout simplement, ou soit que on m'aurait mis en prison pour n'importe quelle raison. Mhm. Mhm. Bref. Et donc, je suis aussi de partir. Je suis venu ici, je suis rentré ici en 1988 comme réfugié politique. Et
je profite de l'opportunité pour dire ça, parce que j'entendais parler des réfugiés avec toutes ces crises des réfugiés dernièrement, et le gouvernement légaux traitait les réfugiés des illégaux. C'est qu'ils disent ils rentrent ici, puis ils sont illégaux. Et au Canada, on ne peut pas entrer illégalement. Parce qu'à partir du moment que tu rentres au Canada, tu as un statut qui s'appelle revendicateur de statut de réfugié, comme quand tu rentres comme réfugié. Et tout de suite, immédiatement, en rentrant au pays et que tu as passé la GRC, qui te prend en main, puis qui te fait des enquêtes, qui te dit quoi faire, puis le gouvernement de Québec, si tu rentres par le Québec, il va te donner des orientations et des guides pour aller régulariser ton statut, même si c'est juste un statut de revendicateur de réfugié. Moi, j'ai eu ce statut-là pendant 5 ans, 5-6 ans à peu près, avant d'avoir ma résidence et ma citoyenneté après. Puis de toute façon, un humain ne peut pas être illégal, là. On peut commettre des actes illégaux, on peut être en situation irrégulière, mais la personne même ne peut pas être illégale. C'est comme moi, en tout cas, on pourrait en discuter longtemps, là, même moi. Mais je pense que c'est le genre de discussion, justement, qui va la peine de clarifier, parce qu'on joue beaucoup avec les mots, les concepts. Et puis moi, je pense que c'est la manipulation, tout simplement, manipulation idéologique, ou bien c'est l'ignorance, mais quand ça vient des dirigeants, je me dis, ils ne peuvent pas être ignorants du pays qu'ils gouvernent. Fait qu'il y a juste une intention idéologique derrière. Bon, bref. Oui, Olivier, je te vois. Oui, Olivier? Non, tout ce que tu me dis, c'est pas pertinent, super. Mais tout ce que je t'entends raconter, moi, j'y avais jamais pensé. C'est la première fois que je te vois sous ce jour-là. Par contre, j'ai immigré dans plusieurs pays et je sais combien c'est fastidieux, toutes les procédures administratives de tous les pays. Okay. Peut-être le Canada, c'est celui où ça a été le plus facile pour moi. J'ai immigré au Japon, j'ai immigré dans d'autres endroits. Et à chaque fois, c'est une lourdeur extraordinaire. Et c'est amusant de voir les hommes politiques qui sont déjà à un certain niveau du pouvoir lancer des démarches et tout ça, sans avoir la moindre expérience de qu'est-ce que ça veut dire et comment ça se vit de l'intérieur, le processus de migration. Déjà quitter son pays, dire au revoir aux gens qu'on aime, mais pas seulement, trouver une place là où on arrive, être légal là où on arrive, démontrer qu'on est digne de confiance et tout ça. Il y a tout un tas de processus qui peut être lourd à porter pour celui qui est pris dans le processus, et ça paraît complètement décalé avec les discours des politiciens. Et puis, ce que je trouve aussi, c'est dans cette question de l'immigration, c'est que parfois, au moins des discours que j'entends ici, on fait un melting pot de tout. Et on traite tous les immigrants comme si c'était, je ne sais pas, je parle en général, comme s'ils arrivaient dans un pays à usurper quelque chose qui appartient à ces pays. Les envahisseurs. C'est surtout dans les pays nord-occidentaux, je pense que c'est très chargé. Cette image-là de celui qui arrive pour profiter du bonheur qu'il y a dans le pays, je n'ai pas trouvé un grand bonheur ici. Hein. Mais pas du tout. Oui. Mais ça, on pourra en parler. On pourrait plus tard, là, mais... Non, mais c'est important parce que cette notion-là de l'espèce d'Eldorado, tu sais, c'est vu comme ça, je pense, un peu à travers le monde. Puis peut-être que dans les pays d'origine aussi, c'est entretenu d'une certaine forme, tu sais, où on va trouver une vie meilleure ailleurs. Puis de toute façon, la vie meilleure ailleurs, que ce soit de changer de pays ou de changer de boulot ou de changer de compagne de vie, cette notion-là nous habite souvent. Tu sais, c'est toujours plus vert dans le gazon du terrain du voisin. Tu sais, mais
Puis en plus de ça, je trouve qu'il commence à y avoir une contamination du sud vers le nord de cette notion-là de l'envahisseur illégal. Là, c'est-à-dire qu'on part des États-Unis, là, des pays d'Amérique du Sud où il y a une montée des gens vers le nord, vers les États-Unis, puis peut-être après vers le Canada. Donc, c'est filtré aux États-Unis par un discours assez intense là-dessus, qui peut-être, je le crois, contamine tranquillement pas vite celui du Canada aussi. Là. Euh, mais je reviens à nos parcours, puis je trouve ça intéressant qu'on fasse cette parenthèse-là de l'immigration, puis de la notion, puis de la perception des gens. Toi, Louis, t'es un réfugié politique, donc on est loin du terme que je déteste qu'on appelle immigrant économique. Là. C'est Mm. absolument affreux. Mais donc, toi, tu arrives ici comme réfugié politique avec une charge aussi, là. Une charge, parce qu'il y a le militant en toi, il y a le croyant, il y a celui qui quitte la guerre, il y a l'homme qui arrive ici seul. Je ne sais pas par qui tu as été accueilli et comment, mais quand même, tu n'arrivais pas dans une diaspora que tu connaissais très, très bien, j'imagine. Là. Comment ça En s'est fait, passé, ça? si je suis venu ici, c'était parce que ma tante, la fille de ma grand-mère, avec qui j'habitais au Nicaragua, auquel elle habitait avec moi plutôt, et elle était déjà ici. Fait que ça permettait d'avoir quand même une place où rester. Mhm, Je ne suis pas mhm. resté longtemps avec eux, là, mais ma grand-mère, il a pu rester là. Puis pour moi, c'était une des choses qui était le plus important pour moi, c'est qu'elle puisse être en sécurité. Mais quand je rentre ici, c'était une époque où l'Amérique centrale y était, était en feu, hein, c'est en feu à sang. Puis il y avait des avions, parce qu'ici, on ne rentre pas par la, bon, dernièrement, oui, mais on ne rentre pas par la frontière américaine. Hein. On rentre par Mhm, avion. Si, c'est le mhm, VIP des réfugiés. J'ai toujours dit, là, rentrer au Canada, c'est rentrer par le VIP des réfugiés, on rentrait en avion. Puis c'était des centaines des immigrants chaque jour qui arrivaient par avion du Salvador, du Guatemala, du Nicaragua, fondamentalement. Donc, moi, en rentrant, je me retrouve avec une gang des gens qui viennent de l'Amérique OK. centrale, tu sais. Euh, puis après ça, bon, puis après ça, veut pas, on reste un peu en contact, mais, mais il n'y avait pas une communauté centro-américaine ici. Il y avait Mhm, surtout des Chiliens qui étaient bien établis ici. Puis le reste, c'était tous des réfugiés qui venaient d'arriver et qui par ailleurs sont répartis pour la mhm, plupart. Pour la plupart, ils sont répartis en Amérique centrale quelques années plus tard. mhm, mhm. Puis de ton côté, Olivier, quand tu arrives au Japon, est-ce que tu es attendu? Est-ce que tu avais organisé Non, quelque j'avais juste chose? une amie qui était ma petite amie à l'époque, qui m'a reçu chez elle pendant quelques semaines. J'avais rien prévu en fait. Moi, je suis arrivé et puis je vis beaucoup de cette façon-là. Que ça plaise ou pas, je suis comme ça. Je vis un petit peu avec le vent, moi. Donc, je suis arrivé au Japon avec mon gros rêve, tout monté dans ma tête, mais absolument rien de concret. Donc, j'ai appris à immigrer un Mhm, petit peu à la dure. Mais à l'époque, au Japon, c'était quand mhm, même assez simple parce qu'il y avait des visas qui étaient possibles d'obtenir pour étudier la culture japonaise ou des choses comme ça. C'est des visas de 6 mois renouvelables 4, 5 fois. Donc, je suis passé par ce réseau-là. J'ai étudié les arts martiaux. Grâce à mon professeur d'arts martiaux qui me faisait une lettre, je pouvais aller à l'immigration avant mon tampon. Mais ah, OK. Donc, ouais, ouais, c'était ouais. Fait que les arts relativement martiaux, simple. c'était en France. J'ai commencé les arts Les martiaux arts en martiaux, France, c'était mais en j'ai France. Ouais. continué Fait avec un maître, avec plusieurs ouais, maîtres au Japon, et un m'a ouais. sponsorisé. Jusqu'à ce que je rencontre mon professeur de médecine japonaise, qui lui a fait ce qu'il OK. fallait pour que j'ai un visa de travail, parce qu'il voulait que je travaille pour lui, et pas simplement que je sois étudiant. Donc il a fait Mhm, le dernier push, tu vois, pour que que je sois vraiment légal et avec le droit de pouvoir travailler et gagner de l'argent pour vivre mhm, au Japon. mhm. Mais
OK. Moi, je n'ai pas connu les difficultés que quelqu'un comme Louis a pu rencontrer sur son trajet. Pour moi, c'était quand même relativement simple. Peut-être parce que j'avais la chance d'avoir un visa français, un passeport français. Peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas vraiment. Ben, surtout le mentorat, parce que ce que j'en sais, parce que j'ai commencé à faire des démarches pour ma fille là, qui voulait aller étudier les mangas au Mm. Japon. C'est pas simple, hein? C'est Ah, pas ça, simple, comme tu le disais, oui. là. Il faut presque qu'il y ait quelqu'un justement, là, qui te Oui. sponsorise, là, ou qui ait un mentorat directement Oui. là-bas, là. Ou une promesse d'emploi. Mais il doit quand même avoir un moyen de choc culturel. Si une culture orientale, une langue, à mon avis, n'est pas facile, avec des coutumes et des choses qui ne sont pas du tout nord-occidentales. Comment tu Mm, mm. as vécu ça comment, Olivier? Moi, j'étais sur un nuage. Mon rêve, c'était d'être au Japon. J'étais au Japon, j'ai atterri au Japon, je suis plus jamais reparti. J'ai dit à mon père, t'inquiète pas, je redors 2 mois, je vais rester un mois ou deux. Je suis resté 11 ans. Wow. J'ai vraiment commencé Wow. sur un nuage et puis je pense que j'ai été choyé par la vie, dans le sens où Mm, j'ai eu des séries consécutives de coups de chance continue pendant presque 10 ans d'affilée. Donc, j'ai pas senti le filtrage que d'autres personnes ont pu mm, percevoir. Puis à l'époque, les relations France-Japon étaient relativement bonnes. Donc, il y avait, c'était facile en tant que Français d'avoir la possibilité de trouver un visa qui était compatible avec mon désir de rester. La seule chose que je ne pouvais pas faire avec le premier visa que j'avais eu, c'était de travailler, ce qu'on peut toujours arranger d'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai trouvé une société française qui voulait que je fasse la veille marketing au Japon, puis j'étais payé comme ça. Donc, officiellement, je ne travaillais pas au Japon, mais j'avais de quoi vivre. Et ça, mm, pour le Japon, c'est la plus grosse préoccupation. Mais à mon mm, époque, tu sais, il y a mm, plus de 25 ans maintenant de ça. Donc aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est, s'il mm, y a des jeunes. Je sais qu'il y a mm, des visas qui sont délivrés pour les universitaires, les gens qui font des échanges universitaires. Il y a des jeunes jusqu'à 23 ou 24 ans qui peuvent aller immigrer 1 an au Japon et travailler en même temps qu'ils étudient. Maintenant, il y a ces réseaux-là, mais avant, ça n'existe pas. Cependant, ça me paraissait mm, plus simple. mm, mm, mm. OK. Messieurs, si vous voulez, Oui. on va faire une petite pause simplement pour les bienfaits de la radio. Là, si c'était juste de moi, on le ferait pas, mais CIAX doit, à mi-chemin d'une émission, faire un petit peu de publicité. Là, on a un peu entamé, disons, les origines, hein, les origines et puis le départ, le Mm. mouvement vers l'ailleurs. Après la pause, ben, peut-être qu'on pourrait commencer à regarder ben, à partir de cet ailleurs-là, comment on s'est formé, qu'est-ce qui nous a appelé en fait à commencer à entamer une pratique psychosociale ou une pratique qui met l'humain au cœur, puis quelle était la motivation à ce moment-là pour pouvoir commencer ça. Donc, on fait une petite pause, on revient dans quelques minutes. Voilà pour Zoom. Après ça, je vais aller le faire sur... Bon, ben, on est de retour avec Luis Adolfo Gomez Gonzalez et Olivier Nesmond. Juste avant la pause, ben, en fait, on discutait des origines, d'où on vient, un peu c'est quoi notre histoire et ce qu'il y avait de commun dans l'histoire d'Olivier et de Luis, c'est qu'ils ont quitté leur pays d'origine pour aller vivre à l'extérieur. Luis autour de 27 ans, si je me rappelle bien. Et Olivier, à 21 ans, jour pour jour, il arrive au Japon pour célébrer avec les Japonais, passer cette cérémonie-là où on devient officiellement un adulte au Japon à 21 ans. Là, j'aimerais peut-être qu'on discute justement bon, il y a eu l'arrivée, on a parlé un peu du côté de Louis, de la perception des gens à l'arrivée, euh, chez qui on arrive, comment on arrive, dans quel état d'esprit. Après ça, ben on se dit, OK, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, Olivier, tu m'as parlé un peu de l'illusion ou de
espèce de rêve-là, parce qu'on a ça en commun, hein. Moi aussi, à l'adolescence, Karate Kid, tout ça, puis après, ça a été l'histoire de Siddhartha Gautama, puis du bouddhisme, puis moi, le bouddhisme et les arts martiaux se sont rencontrés dans le zen plus tard à travers le kendo. Tu sais, fait il y avait tout un univers aussi esthétique là, dans ma démarche à moi, mais ça veut pas dire que c'était ton cas, mais à partir de là, et puis toi aussi, Louis, tu avais sûrement des attentes quand tu arrivais au Québec. Est-ce qu'il y a une désillusion? Est-ce qu'il y a un désenchantement? Ou au contraire, on découvre que c'est beaucoup mieux ou que ça porte beaucoup plus d'espoir qu'on le pensait au départ? Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que ce que je veux, en fait, si on peut, c'est nous amener à partir de là où on est, Louis au Québec à la fin des années 80, Olivier au Japon, qu'est-ce qu'on fait et ça a été quoi le moteur? Parce qu'on a parlé du moteur de départ, OK, mais là on arrive, puis après ça, c'est comment le moteur se transforme et vers quoi il nous mène? Parce que, bon, il y a eu du chemin, là. Louis, t'es rendu euh, Ouais. professeur à l'Université du Québec. Olivier, tu as développé une pratique bien particulière à toi. Tu te promènes à travers le monde pour te donner des enseignements. Il y a eu du chemin, là. Donc, un ou l'autre, vous pouvez commencer à partir de là où vous êtes, dans ces années-là. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous entamez votre démarche? Il faudrait, pour répondre à cette question-là, il faudrait comprendre, en tout cas de mon côté, qu'avant ce temps, dans mon pays, on est déjà vieux. OK? On est déjà Euh, vieux. vieux, oui. On est vraiment âge adulte avancé. Là. Mhm. On a une maturité, on est supposé d'avoir les choses assez claires dans sa vie. Et dans un pays comme le Nicaragua, la maturité arrive assez vite, surtout dans les conditions dont je te parlais tantôt. Fait que Ben oui. quand j'arrive ici, en fait, je, je me souviens d'une chose, c'est que quand j'arrive ici, j'étais déjà fatigué de, de toute cette vie-là que j'avais eue. Et je suis arrivé ici, je savais où j'arrivais là. Euh, Mhm. euh, si la révolution, quand même, c'était une révolution contre le, contre, contre le néocolonialisme, le néo-impérialisme, etc. Parce que je savais que j'arrivais au sein d'un pays du Nord avec une idéologie que j'avais combattue pendant 15 ans de ma vie. Donc, je n'avais pas grandes attentes. Hein. Mhm. Et la seule chose, je me souviens de m'avoir dit, c'était je veux être une personne parmi d'autres. Puis, tout simplement m'installer dans une sorte de tranquillité, essayer de me trouver un petit travail, puis essayer de vivre au mieux que je peux ma vie. Mhm. Et c'est comme ça que je suis arrivé. Pour ma condition de remédicateur de statut de réfugié, je n'avais pas accès aux études que j'aurais pu dire, bon, je vais étudier quelque chose, je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas travailler non plus parce que c'est interdit pour un remédicateur de statut de réfugié de travailler. Mais Mhm. finalement, j'avais réussi à me faire engager par une compagnie. On écrit une lettre à migration pour avoir un permis d'emploi, blablabla, blablabla. Puis j'ai pu commencer à travailler juste l'année où c'était un an avant la grande récession qu'il y a eu dans ces années-là, en 91, je pense, là, 92, une affaire de même, qui a fait que j'ai travaillé un an, puis après un an, là, je me suis ramassé sans travail, en parlant plus ou moins le français, avec un marché de l'emploi complètement à terre. Il n'y a personne, ni Québécois, ni encore moins des immigrants qui avaient des jobs. Puis j'ai commencé une série de déménagements à la recherche de travail qui m'ont ramené à Rimouski. Là, je t'ai fait ça court, là, très, très court. Ouais, ouais, ouais. J'ai connu mon chum qui était à peu près dans la même situation. On s'est battu ensemble pour trouver ici. On a travaillé dans des restaurants comme plongeur, comme
comme serveur. On a vendu Oh, des c'est pas vrai. tapis. Ah oui, on a vendu des tapis dans les centres Ah commerciaux. oui, oui, oui. On a Fait que ramassé ton des... chum, tu l'as connu. Oui, oui, je l'ai connu à Ton chum, Montréal. tu l'as connu à Montréal. À Montréal, OK. oui. Avant que tout ça arrive, c'est pendant que je travaillais, en fait. Puis, on faisait la cueillette des pommes. Bref, là, on a fait tout ce qu'on a pu pour survivre jusqu'à ce qu'on revienne à Rimouski parce que lui, il vient d'ici. Là. Il est né ici à Rimouski. Puis, on s'était dit peut-être qu'on aura Ah, bon, OK. plus de chances de trouver quelqu'un. Ben, de la famille de lui était ici. Je vais passer Hmm. cet épisode-là parce que c'était une très mauvaise idée. Passons. Et non, il ne faut pas dire ça. Là. Mais bon, c'est le genre de choses qu'on dit. Il y avait une illusion, en tout cas. Il y avait une Il forme y avait une d'illusion belle de. illusion là. Puis, Ouais. puis c'est dans cette année-là, en 1995, que j'ai fini par avoir ma résidence un an après ma citoyenneté. À cause de toutes les années que j'avais été, ça comptait pour la moitié. Bon, il y a tout un calcul assez OK. rocambolesque. Puis j'ai eu presque en même temps ma résidence et ma citoyenneté quelques mois après ou un an plus tard aussi. Et je suis à Rimouski, on est en 1995. Je vais arrêter là pour le moment. OK. OK. OK, c'est bon. C'est bon, tu as le sens du timing Oui. du récit. C'est bon, tu m'aides. Donc, Olivier, tu arrives au Japon avec déjà une expérience dans les arts martiaux, puis ce que je comprends aussi avec le désir, l'espèce de fantasme de Ah, écoute, moi, cette histoire-là, là, c'est l'histoire que moi, j'ai pas vécue, mais que j'aurais voulu vivre, tu sais, à la recherche des maîtres. Mais moi, c'était pas le maître, c'était mon fantasme à l'époque, c'était d'aller rencontrer les maîtres. Tu sais, j'aurais voulu faire le tour de l'Inde, du Tibet, du Japon, parce que oui, j'étais attiré vraiment par la spiritualité orientale pour aller à la rencontre des maîtres, ce que j'ai jamais fait. Je le ferai peut-être un jour, on ne sait pas. Mais toi, tu l'as fait. Tu es arrivé là avec ce désir-là de faire ça, d'aller à la rencontre d'un maître à travers les arts martiaux au début. C'est ça? Oui. En fait, je ne l'ai pas fait, je l'ai vécu. Je ne l'ai pas fait volontairement, je l'ai seulement désiré, puis c'est arrivé. Ça pourrait faire l'objet d'une enquête pour trouver la formule là-dedans, comment être chanceux toute sa vie. Mais pour moi, en fait, c'était plus une fuite d'un espace dans lequel je me sentais pas bien dans ma vie, vers un rêve, un idéal dont j'avais aucune conscience de la pénibilité qui pourrait contenir potentiellement. Donc j'ai 21 ans, j'arrive au Japon. Tout est beau, tout est merveilleux, tout est high-tech, tout est bien en ligne, tout est ultra propre. C'était une sorte de paradoxe par rapport à ce que moi j'avais connu, notamment dans le métro parisien de l'époque. Maintenant, je dirais que Paris est beaucoup plus propre. Mais moi, j'ai pas la notion du temps, j'ai plus la notion de l'anecdote. Euh, Et donc, j'arrive au Japon, puis la première année, c'était party all night, ok? J'étais fou, Oh j'étais fou. yeah. Tu sais, j'ai 21 ans, je connais pas la vie, j'ai même pas fini mon Ah, adolescence. ah. Euh, et puis, je suis sans les parents, tu vois. Donc, moi, c'était youhou assez souvent. Oh yeah. Ben oui. La question d'aller travailler pour avoir des sous, c'est carrément une autre planète. Je faisais le minimum, si tu veux, c'était le minimum vital obligé pour pouvoir continuer de m'amuser comme je voulais. Pour moi, la première année au Japon, c'était vraiment un grand plaisir. Je me suis fait plein de copains, des choses que je connaissais pas en France. En France, j'ai toujours très peu d'amis. Je suis assez peu social comme garçon. Je suis plutôt solitaire. Puis au Japon, ben, j'ai trouvé un autre jour de moi où je pouvais vivre librement, sans la contrainte et les obligations familiales et travail. Donc, je faisais le minimum vital. Et puis, à 22 ans, 22, 23 ans, je sais plus, parce qu'il fallait que je travaille, j'avais trouvé un contrat avec une société qui faisait des jeux pour le Game Boy de l'époque. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Ben Et oui. Oui, oui. société avait On fait te la perd un peu, traduction de Olivier. son jeu en français. Vous m'entendez là? Je suis toujours là? Oui, oui. Ok. Oui, ça va, Euh, on a des problèmes de connexion, là. D'accord, ok. Et donc la société avait fait traduire un jeu en français, mais c'était assez rigolo, par une japonaise qui a appris le français au Québec.
et il y a des tournures de phrases qui marchaient pas sur le marché français, pas francophone, mais français pur. Okay, donc, ils m'ont demandé de faire de la correction pour de le remettre dans un français que les Français comprennent. Tu sais, si tu dis dispendieux à un Français, il te regarde comme ça. Faut dire c'est cher. Alors, et puis, en retournant chez moi... On te perd, excuse-moi Olivier, on te perd quand même beaucoup. Ah ouais. Ou c'est de mon côté, Louis, qu'est-ce que ça dit, toi? Et moi, j'entends Je vais essayer de déplacer. T'entendais comme des interférences. Ok. Je vais juste... excuse-moi, Olivier, je t'ai interrompu. Non, pas de souci, pas de souci. Je vais aller voir un petit quelque chose. Continue, puis je t'écoute en même temps que je fais quelque chose. Ça marche. Donc, la société, il fallait que j'aille à la société mère, qui s'appelait à l'époque Kotobuki, à Hiroshima. Donc, j'ai été envoyé de Tokyo à Hiroshima pour faire cette traduction. Et pendant toute cette première année où moi je travaillais, je m'intéressais aux arts martiaux, mais je voulais rencontrer quelque chose d'original en termes au niveau de la santé, au niveau du travail corporel. J'avais appris le shiatsu en France et je voulais approfondir cet aspect-là. Et c'est dans ce domaine-là surtout que je cherchais à mettre. Et il se trouve que sur le vol du retour, après que j'ai eu terminé ma traduction, on m'a envoyé à l'aéroport pour que je puisse rentrer chez moi à Tokyo. Et il se trouve que j'ai raté le vol qui m'emmenait d'Hiroshima à Tokyo et j'ai été booké sur le vol d'après, 2 heures et demie plus tard. Et dans ce vol-là, je me suis retrouvé assis à côté d'un monsieur qui était tout à fait élégant, entre la quarantaine et la cinquantaine. Et il lisait un livre et j'étais persuadé, je ne pouvais pas lire ce qui était écrit, mais j'étais persuadé que ça parlait du corps humain, que ça parlait de la vie humaine. J'en étais persuadé. Et à un moment du vol, on passait par-dessus le mont Fuji en avion, c'est très symbolique tout ça, et ce monsieur me tape sur l'épaule pour me dire « Regarde, c'est le mont Fuji ». Et moi, je lui dis ben, « On est au Japon, évidemment ». Genre vachement jovial. Et ce monsieur qui, contrairement aux autres Japonais que j'ai vus, ne fait preuve d'aucune timidité, et il continue de parler avec moi, il s'intéresse à moi, il est curieux de moi, et puis à un moment, il me dit « Moi, je suis professeur de Seitai ». Je dis, tiens, c'est intéressant, j'ai entendu parler du Seitai à plusieurs reprises, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a su m'en parler. Parce que les Japonais utilisent le mot Seitai, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et il me dit, ben moi, si tu veux, je vais t'expliquer, je vais t'apprendre ça, c'est mon métier. Et demain, j'ai un séminaire, tu n'as qu'à venir voir ce que je fais. Et donc, je suis allé à ce fameux séminaire où il m'avait invité, mais je ne m'étais pas rendu compte qu'il m'avait joué un petit tour. Ce que il faisait, c'est que le matin, il recevait ses patients, et seulement l'après-midi, il enseignait. Et comme je suis arrivé le matin pensant que comme un séminaire normal, tout commence le matin, je suis arrivé à la première heure et j'ai vu, il y avait déjà une vingtaine de personnes assises dans une salle à peu près de la taille où vous êtes tous les deux installés là maintenant. Il y avait 20 personnes assises en silence complet et lui qui travaillait sur ses patients l'un après l'autre comme une machine. Ça prenait, allez, en moyenne 6 minutes par personne, mais ce qui était vraiment fabuleux, c'était de voir à quel point les gens étaient transformés au bout de ce passage entre ses mains. C'était plus les mêmes personnes. Bon, Olivier, je m'excuse de Après un profond t'interrompre. sommeil. Ouais. Je m'excuse de t'interrompre. Oui, On a vraiment un pas problème grave. de connexion qui fait que on capte la moitié de ce que tu Ok. de ce que tu nous partages, mais je suis pas certain que ça vienne de toi. Je vois Je que sais ma pas, j'ai aucun moyen de connexion savoir. ici Non, parce est... que moi, je n'ai pas de problème avec. Moi, je l'entends très bien. Bon, ça fait pareil avec Louis, ça fait que ça vient de mon côté. Oui. Low systems resource may affect your audio. OK, c'est bon, je comprends c'est quoi. Je m'excuse, hein, il va falloir que je fasse un peu de montage là-dessus parce que Pas de souci. je vais arrêter l'enregistrement d'un côté. J'en demande trop à mon ordinateur, là, c'est ça qui se passe. Puis, oh, OK. Bon, c'est bon. Je pense que le problème devrait être réglé. Ok. Excuse-moi, Olivier. Donc, Non, je non, vais juste pas grave. récapituler pour les fins techniques. On est rendu au Japon, puis tu découvres en fait l'Institut Imoto Seitai. Pas du tout. Non, non, non. Je OK. rencontre Imoto Seta qui m'invite à venir dans un séminaire. Et lui, pour le séminaire, en fait, il louait une salle comme là où tu es, là, comme ton studio, avec des tatamis au sol. Et il a soigné une trentaine de personnes en l'espace de 4 heures et demie. Euh,
Et moi, je suis resté vraiment sur le derrière, quoi, pour rester poli. Je l'ai vu travailler et je connaissais la pratique du shiatsu. J'avais été initié à l'ostéopathie crânio-sacrée et je pensais savoir quelque chose. Et quand je l'ai vu, lui, travailler, je suis resté Hmm. sur le cul parce que je me dis, putain, je connais rien, je sais rien faire. Et au bout des 4 heures et demie de pratique, intense, lui, il prend aucune pause. Il commence avec le premier patient, 6 minutes par personne, et puis paf, il finit sa matinée, paf, comme ça. Et il se relève, il me voit tout joyeux, et il me dit alors, comment c'était? Et, bah, c'était fascinant, c'était époustouflant, c'était renversant de voir l'intensité et la transformation des gens dans un temps aussi court. Hmm. Et l'après-midi, il a enseigné. Et il enseignait, bon, le cours était déjà avancé, je n'étais pas son premier élève. Euh, j'ai rien compris. J'ai absolument rien compris de ce qu'il enseignait. Et il s'en est rendu compte. Et voilà, il m'a fait, je crois, le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait dans ma vie. C'est qu'il s'est approché de moi et il m'a pris la main et il me faisait toucher sur le corps des élèves qui étaient là ce qu'il expliquait sur le tableau. Et pendant toutes les années où j'étais avec lui, surtout les premières années, les 5, 6 premières années, il faisait ça. Il me prenait la main, il me dit, voilà, ce que j'explique, c'est ici, tu le touches, tu le reconnais comme ça. Et pendant 5 ans, j'ai appris à la japonaise. Hmm. J'ai appris comment un japonais apprend. Et le japonais apprend par la pratique. Il apprend pas enfin, tout ce qui est culturel, je veux dire. Parce que s'il apprend l'anglais, il va faire avec son livre, bien entendu, mais j'ai appris, j'ai été formé par ce maître-là à apprendre avec mes sens plutôt qu'avec mon mental. Hmm. Hmm. Et ça m'a transformé, ça m'a beaucoup impacté. Et je sais qu'encore aujourd'hui, j'ai ces réflexes-là de regarder avant de comprendre avant d'avoir lu quoi que ce soit. Je vois la personne bouger, je vois la personne s'exprimer avec les mouvements corporels et le corps dit, c'est ce que j'ai appris à lire en fait. Et donc, moi, mon processus d'immigration, il est passé par là. Beaucoup de folie. Et puis, du jour au lendemain, rencontrer ce maître-là qui m'a pris par la main et qui Hmm. m'a dit où fallait mettre la main pour comprendre ce qu'il disait. Et puis, un jour, il est venu à moi, on marchait dans la rue, il me dit, Olivier, maintenant, il m'emmenait visiter son dojo personnel, là où il Hmm. travaille, parce que c'est le premier jour que j'étais invité à aller chez lui. Et il me dit, moi, avec le Setai, je peux tout apprendre, je peux tout te faire comprendre. Alors, je dis, ouais, bon, ok, ça va, quoi. Mais il m'a dit, voilà, si tu veux apprendre avec moi, c'est un engagement. Il faut que tu lâches tout. Hmm. Les jeux, les sorties, les filles, tout ce qui est... Tu arrêtes tout. Et j'étais tellement content d'avoir rencontré cette personnalité, tu sais, qui, quelque part, s'intéressait à moi. J'ai dit OK, et j'ai joué le jeu et j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Et pendant 11 ans, je l'ai suivi pour étudier avec lui. Donc, je dirais que c'est lui, en gros, qui m'a Hmm. pris sous son aile, qui a fait que mon processus d'immigration a été plus doux que si j'avais dû trouver mon chemin Hmm. par moi-même, Hmm. batailler dans Hmm. tous les sens. Donc, j'ai jamais eu de problème Wow. de trouver de Wow. l'argent ou de travailler. J'ai eu cette chance-là. Donc, même financièrement, au niveau de Ouais. l'appartement, tout ça, il t'a pris en charge un peu là, au Bah, en fait, il niveau. me payait un salaire, tout simplement. Ah C'est ouais. lui qui a fait en sorte que j'ai un visa qui Ah m'autorise ouais. à travailler. Ouais, ouais, ouais. Donc, il me payait un salaire. Il y a quelque Ouais. chose dans ton récit à la rencontre d'Imoto Seitai où Mhm. tu me dis, j'avais déjà des notions. Tu parlais Oui, de ben, shiatsu et de crânio sacré, oui. OK. Et ça, tu l'avais appris en France ou tu Ça, avais je l'avais commencé? appris en France avec OK. un ami, mon professeur d'arts martiaux, qui dit à partir du moment où tu prends la ceinture noire, tu apprends aussi comment soigner les gens. Ok, pas juste taper pour casser, Ah, mais aussi comment soigner, comment venir en aide au corps qui souffre. Donc j'avais appris ça wow, avec cet ami-là. ça, je trouve ça vraiment passionnant de voir comment des arts martiaux à la pratique corporelle, Mm. il y a un lien là. Puis l'art martial que tu pratiquais en France, c'était Ninjutsu. le ninjutsu. OK. Oui, Non, non, mais c'est intéressant parce que c'est un art martial japonais, donc tout à fait. on est quand même cohérent là, dans, dans la démarche. Ouais. OK, 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 OK. Wow, toute une histoire. Puis je la connaissais, mais tu sais, je savais que moi, tout ce que je savais, c'est que tu avais passé beaucoup de temps avec Imoto Saitai, mais cette histoire-là de la rencontre, c'est magnifique, là. Je la connaissais pas, celle-là. Et puis, Mm. Louis, de ton côté,
tu arrives à Rimouski, qu'est-ce qui, à partir de là, ben parce que, bon, les job-in, tu rencontres Bernard, oups, j'ai nommé Bernard, Oui, c'est correct, tu rencontres Bernard, vous décidez d'aller à Rimouski dans l'espoir que ça va peut-être être plus facile. Est-ce que à ce moment-là, ben, qu'est-ce qui fait, c'est quoi le déclic de l'UQAR, là? C'est où que ça se oui. passe, là, les études? Moi, je dis parce qu'il était là. Parce que c'était Parce là, qu'il ouais, était là et je pouvais y aller. ouais, ouais. Mais l'arrivée à Lucar, il faut encore une fois la mettre en contexte parce que il faut dire que depuis toujours, j'ai été intéressé par l'enseignement, l'éducation, la dimension pédagogique. Si j'avais commencé dans la catéchèse, après ça, partout où j'ai passé, je tombais toujours dans des fonctions d'éducation. Même à l'armée, j'étais instructeur en école militaire après. Et puis j'avais fait quand même, au Nicaragua, j'avais travaillé beaucoup en éducation populaire avant de rentrer à l'armée. Puis après ça, bon. Et donc, l'éducation m'avait beaucoup attiré. Puis en arrivant ici à Rimouski, puis j'ai vu l'université, puis je me suis dit, bon, maintenant que j'ai une citoyenneté, je peux aspirer à faire des études. Et surtout que, compte tenu de la situation dans laquelle je me trouvais, je me suis dit, si je n'étudie pas, si je ne Hmm. fais de quoi pour avoir un diplôme, quelque chose qui puisse me permettre de travailler dans ces pays-là, je vais rester dans la précarité le restant de mes jours. Mhm, mhm. Et sincèrement, là, dans ma tête, c'était il faut que je sois beaucoup plus qualifié que les Québécois moyens pour que je puisse arriver à la moyenne québécoise. Ouais, ouais. C'est un Alors, réflexe, ben, je m'avance, là, mais tu me dis si je suis dans les patates, là, mais il me semble que ça, le désir de surperformer, d'être au-dessus de la moyenne, c'est quelque chose que les personnes immigrantes vivent régulièrement quand ils arrivent ici. mais pour arriver à la moyenne. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. À la reconnaissance de la moyenne. C'est À la ça. reconnaissance de Ah la oui, oui. moyenne. Ouais. Alors, c'est comme ça que je me suis ramassé à l'UQAR. J'ai commencé un baccalauréat en enseignement secondaire. Puis, c'est pendant la 12e année de mon baccalauréat que mes professeurs, deux, trois de mes professeurs m'ont dit, qu'est-ce que tu fais ici, là, aussi? Ah Oublie ouais. ça, laisse tomber le bac, viens-t'en à la maîtrise. Ils m'ont parrainé pour aller à la maîtrise. Wow. Puis j'ai fait ma maîtrise en 12 ans. Là. Je pense que c'était une maîtrise hyper vite. Et tout de suite après, mes directeurs de recherche, ils m'ont dit, tout en va au doctorat. Tout de suite, j'ai passé 9 ans sur le doctorat en sciences de l'éducation. 9 ans? Oui, 9 ans, parce qu'en même temps, je travaillais. Hein, il fallait gagner ma vie, là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, j'avais les pré-bourses, mais je suis sorti après ma maîtrise, je suis sorti des pré-bourses tout de suite. Puis j'ai commencé à travailler comme chargé de cours. Et j'ai travaillé comme chargé de cours pendant 10 ans. Hmm. Et pendant le temps que je faisais mon doctorat. Ouais. J'aurais une question pour vous deux, puis je pense que tranquillement, pas vite, on va se diriger vers l'après-fin parce qu'il va peut-être y avoir des questions. On a revu notre horaire hein, pour les gens. Là, c'est un pilote, c'est notre première. On devait se rencontrer le 14 juillet. Finalement, on se rencontre aujourd'hui. Donc, vous allez excuser votre hôte qui est plus ou moins préparé parce que j'aimerais ça dans les prochains épisodes qu'on puisse aviser les gens à l'avance des invités pour qu'ils puissent poser leurs questions. Donc, je l'ai fait un peu à la dernière minute, 1 heure avant le podcast. Il y a quand même, en tout cas, j'ai vu au moins une question, donc peut-être qu'on pourra se garder un temps à la fin pour aller voir de ce côté-là. Mais là où on en est, moi, j'aurais une question pour vous. Là, je comprends le parcours, mais l'intention profonde, Louis, la pédagogie, Olivier, le rapport au corps. Bon, je simplifie, là, OK? Mais comment ça se construit cette passion-là? Parce que dans un cas comme dans l'autre, c'est pas quelque chose qu'on fait comme. Bon, j'en ai vu des mécaniciens passionnés, là, ou des infirmiers passionnés. Mais
quand on dédie toute sa vie, quand on fait un doctorat ou quand on, comme Olivier, qui décide d'aller enseigner en Bulgarie, de se promener un peu partout à travers le monde, c'est quoi la motivation, le moteur de ça? Peut-être, Louis, comme tu avais déjà la parole, puis qu'on parlait euh, de ton parcours universitaire, à ce moment-là, dans ce moment-là, qu'est-ce qui te dit que, ah oui, tu sais, parce que, bon, tu es arrivé au Québec, il y a eu quand même quelques années de précarité avant que tu t'inscrives à l'université. Et qu'est-ce qui te dit, ben oui, c'est là, c'est moi, c'est certain. Moi, je vois le lien là, avec ton parcours avant au Nicaragua dans la pédagogie, mais ou peut-être qu'on peut retourner à ces origines-là, mais c'est quoi le fil conducteur de la pédagogie chez toi, du désir d'enseigner? Moi, j'ai toujours considéré l'histoire avec l'enseignement et la pédagogie comme un mystère. Tous ces gens, on peut appeler ça une vocation, mais dans mon cas, c'était une espèce d'appel que je n'ai pas voulu entendre depuis le début, contre lequel je me suis battu à corps et âme. Ah, ouais. Et je voulais faire n'importe quoi de ma vie, sauf être un enseignant, sauf travailler en pédagogie. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'ai parcouru tellement de... Oui. Non, et pourquoi ce combat? Pourquoi cette réticence? Parce que chez nous, être un enseignant, c'était très mal vu. Ben, OK. c'est un petit jobing des enseignants, ce ne sont pas ceux qui sont... Et j'avais des plus grandes aspirations dans ma vie. Ouais, OK. Mais l'affaire, c'est que, comme je te l'ai dit tantôt, là où j'arrivais, je finissais par toujours enseigner. Et les gens me disaient que j'avais tout talent pour l'enseignement. Puis je dis, mais ne me parlez pas de ça, je ne veux rien savoir. Mais à chaque fois, je retombais sur mes pattes. Donc, c'est la même histoire, là, enseigner. Alors, quand j'arrive à Rimouski, je vois l'Université du Québec à Rimouski, je vais me demander qu'est-ce qu'on offre comme programme. Puis, je vois qu'il y a 3 programmes en enseignement. Enseignement secondaire, préscolaire, primaire et l'adaptation scolaire. Que je choisis le secondaire parce que je dis, finalement, si j'ai passé toute ma vie à enseigner, que j'ai une expérience d'enseignement, que j'ai quand même, depuis toujours, on me dit que je suis bon là-dedans, pourquoi pas? Puis, Puis tu petit t'es à pas petit, trompé. ben, je te dirais que c'est mon mémoire de maîtrise qui m'a fait découvrir ce qu'il y avait en moi de pédagogue, premièrement, et pourquoi que ça avait été en moi. Et c'est vraiment mon mémoire de maîtrise, que c'était une autobiographie qui m'a permis d'aller à fond dans cette histoire et découvrir vraiment la vocation. Pas la découvrir, entendre. Hey, écoute, il y a un appel en quelque part, et tu n'as pas voulu l'entendre, puis maintenant, OK, vas-y. Puis c'est là que ça m'amène à aujourd'hui ici. Puis j'ai oublié de le dire d'entrée de jeu, hein, mais j'ai étudié, j'ai étudié à l'Université du Québec à Rimouski. Louis, c'est mon directeur de recherche encore aujourd'hui. Puis je suis en principe en rédaction de mémoire. Mais j'ai fait les 3 ans de cours à la maîtrise en études des pratiques psychosociales et je parle de ça parce que moi, la première fois que je t'ai entendu parler, c'était à Rivière-du-Loup, au colloque c'était-tu les colloques sur les histoires de vie? Sur l'histoire de vie, oui. Sur les histoires de vie. Regroupement RQ. Réseau québécois pour la pratique des histoires de vie, Voilà. RQPHV. Oui. RQPHV. Puis, je pense que tu étais le premier à ouvrir le bal, si je me souviens bien. Tu prenais la parole en premier. Oui. Et j'écoutais Louis, puis je me disais, waouh, quelle passion! Quelle passion! Moi, il n'y avait pas seulement que le contenu qui était magnifique, mais il y avait aussi le contenant qui était ton corps, tout ton être qui avait une passion de transmettre. Tu sais, puis
c'est là où je me suis dit, ah tiens, peut-être que ça pourrait cliquer comme direction de recherche. Puis après ça, ben, j'ai eu un cours avec toi, puis là, j'ai vu un Louis enflammé, vraiment enflammé, euh, passionné, les bras dans les airs, puis là, j'ai vraiment vu, j'ai dit, ah wow, ça c'est pas quelque chose qu'il fait parce que il pense qu'il peut bien le faire, puis tu sais, je vais me débrouiller, tu sais, je pense que je suis compétent là-dedans, puis je vais faire le minimum, ou, tu sais, non, 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 tu étais complètement habité par ce que tu faisais, puis ça, ça, ça me touche profondément. Ça me touche profondément encore aujourd'hui. Puis je pense qu'à un moment donné, je vais aller reprendre un cours avec toi juste pour pouvoir revivre ça. Puis peut-être aussi pour me remettre un peu dans le bain parce que ça fait quand même 1 an que je suis pas allé en classe, là, puis j'en aurais peut-être besoin. Euh, Puis je rappelle à nos auditeurs aussi que pour ceux qui se diraient peut-être, ben là, on aimerait peut-être quelque chose de plus pédagogique ou de rentrer dans les théories ou d'aborder des sujets voilà, plus scientifiques, mais c'est pas l'objectif de nos rencontres. L'objectif, c'est vraiment de voir à partir de notre histoire de vie, qu'est-ce qui nous a amené à nos pratiques. Euh, Moi, je trouve ça intéressant parce qu'après, bon, les gens peuvent décider d'aller lire des choses que tu as écrites. Louis, on va en dernière partie, là, on va un peu parler de ça. Les gens peuvent décider d'aller suivre Olivier via Facebook. Olivier qui tient aussi un podcast, il pourra nous en parler un peu. Donc, tout ça, on peut le faire à l'extérieur du contexte actuel. Donc, je fais simplement aussi à moi me rappeler ce que je suis en train de faire. Donc, je trouve ça passionnant, Louis. Puis là, je passerai peut-être à Olivier. Olivier, à partir du toucher avec Imoto Seitai, 11 ans, c'est quand même pas rien. C'est comme l'équivalent de justement, un peu comme Louis en temps, hein, c'est le même temps, là, 2 ans de maîtrise, 9 ans de doctorat. C'est à peu près le même temps d'études. Oui. Euh, pendant cette période-là, qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu découvres avec ce maître-là japonais? Oh, waouh! Je rêverais d'avoir plus de temps, mais je veux pas faire tourner le truc autour de moi. Moi, ce que j'ai le plus approché, qui a été vraiment bouleversant, transformateur pour moi, c'est cette dynamique que mon prof avait de pratiquer sa médecine à partir d'une étude du vivant et non pas à partir de livres ou à partir de sciences laboratoires. C'est que Imoto Sensei, comme il me prenait la main pour me faire toucher, ce qui me faisait toucher, c'est comment le corps vit et comment la vie se retire du corps et quels sont les processus euh, qui se passent et comment intervenir sur ces processus pour redynamiser la vie. Moi, c'est la logique que j'ai appris en fait. C'est pas une logique de soigner les maux, mais une logique de rencontrer la vie pour apporter dans le corps ce qui manque pour que la vie reprenne sa place. Mhm. Donc déjà, c'est un angle, une vision radicalement différente de tout ce que j'avais appris dans ma vie de jeune homme avant. J'ai appris à ne pas combattre la maladie, mais à collaborer avec la vie. Mhm. Tu vois, Mhm. j'ai appris à comprendre que la maladie, ça fait pas, c'est comme la vie et la mort, la maladie fait partie du processus de vie à travers lequel on subit des transformations et ces transformations ne sont pas nécessairement des ennemis à abattre, mais plutôt des collaborateurs inconnus qui cherchent à se faire connaître à travers des conflits, à travers des espaces d'inconfort, ok, qui parle de soi, qui parle de la personne, qui parle de son contexte, de sa façon d'être en relation avec son environnement. Donc c'est ça que j'ai appris. Donc ça a transformé mon regard Mhm. sur l'être humain et quelque part ça a éveillé une façon de voir que je ne portais pas à l'origine à cause de la culture où j'ai grandi. Et ça ne veut pas dire que tous les Japonais pensent comme ça non plus. Okay, cet homme-là a eu ce côté unique de me montrer ça. Mhm. Euh, Puis, moi, j'ai jamais, de moi-même, allé vers l'humain, vers l'humanitaire. C'est pas moi, je suis trop timide pour ça, je suis trop réservé, je suis beaucoup trop secret, j'aime pas livrer Mhm. certaines parts de moi. Euh, et en fait, cette porte-là s'est ouverte après que j'ai quitté le Japon.
À un moment, bon, après 11 ans de Japon, il y a d'autres aspects qui apparaissent. Il n'y a pas que la médecine que j'ai appris avec mon prof, il y a une sorte de lassitude. Et puis, moi, je me disais toujours, en tant que jeune homme, si ma passion devient un travail, j'arrête. Mhm. Et quand mon rôle au sein du dojo virait au travail, à l'obligation, à la soumission, parce que les Japonais sont très hiérarchiques, hein, moi, à un moment, je me sentais plus respirer, je me sentais plus vivre, je me sentais plus en joie, en lien avec mon plaisir de vivre, tout simplement. Je suis gentiment allé voir mon prof en lui disant, voilà, je sature, je peux pas, je peux plus, Mhm. j'arrête. Mhm. Ok. Bon, il a été un peu déçu, mais il a compris parce que lui aussi, il a été un jeune homme. Il a vécu en Suisse au passé. Il sait ce que c'est de vivre à l'étranger. Et puis, il a bien compris que certaines sources ou espaces de ressourcement que je pouvais avoir en France, je les avais pas ici au Japon. Donc, il m'a laissé partir à sa façon. Et c'est une fois que je suis parti que j'ai rencontré l'humain. C'est-à-dire, moi, j'ai appris à découvrir la vie, mais je n'avais pas conscience de ce que l'humain est vraiment. J'ai découvert quelque chose qui m'a complètement enflammé par la suite. C'est en voyageant. Après le Japon, je suis parti faire un tour du monde qui a duré Mhm. 4 ans. Je suis allé en Inde. Et en Inde, j'ai vécu 3 événements vraiment marquants pour moi. Je vais les dire très simplement. Le premier, c'est j'étais parti au Japon avec un groupe d'amis japonais, et parmi ce groupe, il y en a un qui s'était blessé au poignet, et les luxations du poignet, tout ça, les doigts cassés, c'est vraiment mon truc. Moi, j'adore ça. C'est tellement simple à soigner. Je dis pas ça pour frimer. Je dis juste quand tu as appris à le faire correctement, bah, tu sais le faire. C'est ce que dirait un Mhm. chiro ou un physiothérapeute. Pareil. Et donc, tout fier de ma grande connaissance, que mon professeur japonais, il est bon pour te booster là-haut, tu sais, pour te donner confiance. Donc, tout fier de ma connaissance, je prends le poignet de mon ami, je fais la première technique, marche pas. Ah bon, ok. Donc, je recommence la technique que j'avais pratiquée des centaines de fois, marche pas. Le mec, il a encore mal. Puis, au bout de la troisième fois, il y avait un sadhu, un prêtre errant, qui était assis à notre table, et qui me regarde, et puis, tu vois, dans son regard, t'es mauvais, quoi. Moi, je suis tout fier de moi. Et puis, ce sadou-là, il prend les doigts de mon copain, et, tu sais, il embrasse ses doigts sur Uh-huh. celui de mon copain. Puis, il fait juste ça. Et mon copain Pour fait, nos auditeurs, juste ça, c'est un mouvement de poignet, là. ouais, il lui secoue le poignet, en gros. Ouais, Ok. ouais. Et mon copain fait, oh, super, génial, j'ai plus mal. Là, j'ai pris une claque. 11 ans d'études pour en arriver là. Donc, j'ai pris une claque. Et puis, dans les 3 événements, il y en a un deuxième qui a été très marquant, c'est qu'avec l'ami qui m'a emmené en Inde, elle avait une énorme valise, un énorme sac de sport rempli de vêtements de bébé qu'elle avait collectés au Japon pour les donner aux pauvres là-bas. Et puis là-bas, ben, il y a une dame qui passait, on ouvre le sac, elle voit des vêtements pour ses enfants, et puis en un seul coup, tu as tout le village qui arrive, et puis les gens prennent les vêtements pour leurs enfants, parce que c'était donné comme ça. Et là, j'ai vécu une autre leçon d'humilité, c'est-à-dire que le couple qui avait été les premiers à qui on a donné des vêtements, moi, je me croyais fier, tu sais. Mm. Et ce couple-là nous invite en disant, venez à la maison, on vous offre le thé, venez prendre le thé. Et, et, et ben, on a accepté. Moi, j'ai jamais connu ça de ma vie, ok. Euh, Ils nous reçoivent dans une maison qui est plus une mansarde, en pleine montagne, où c'est sûr qu'il fait froid en hiver, la cuisine est dehors, et le mari nous sert le thé, la femme va nous cuisiner des chapatis, et pendant 1 heure qu'on a passé avec eux, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir été reçu comme un roi par des gens qui Mm. n'avaient rien, et ça a complètement renversé mes valeurs. Je pensais être Mhm. tu sais, le civilisé qui arrive, qui fait du bien, pour me rendre compte que ben, c'est moi qui ai reçu le bien de l'humanité, en fait. C'est moi qui ai reçu Mm. le bien de l'accueil. Okay, c'est quelque chose que je ne connaissais pas Mm. par Mm. mon Mm. expérience. Je l'ai Mm. vu par-ci par-là, mais ça ne m'avait pas touché personnellement au point Mm. de me Mm. rendre compte que Mm. il y a une beauté, il y a une bonté dans l'être humain qui est prête à s'ouvrir si tu approches Mm. l'humain avec ouverture aussi, Mm. sans chercher ni à le dominer, ni à le rabaisser là, au niveau où toi tu vois. Moi, ça m'a beaucoup marqué. C'était ma première Ouais. expérience comme ça. Puis la troisième, Ouais. qui a été vraiment décisive, je marchais à Jaipur, j'étais encore en Inde, et je vois dans la ville de Jaipur un charmeur de serpents.
et je le filme, je prends quelques photos, et puis là-bas, quand tu prends des photos, les gens ne te laissent pas partir, il faut que tu payes pour la Non, non, photo. tu payes. Donne des chapatis, donne des sous. Ah ouais. Et puis, j'étais pas à ça près. Et puis, comme je prévois toujours le coup, j'ai toujours quelques pièces dans mes poches tout le temps. Et donc, je m'approche du gars. Il a son panier avec le serpent là-dedans. Je mets un premier pied ici, puis je lui donne les quelques pièces que j'avais dans la poche. Puis il me regarde, puis je suis sûr qu'il me dit Putain, t'es radin, mec, donne plus. Je suis sûr que c'est un truc comme ça qu'il m'a dit, hein, mais je n'ai rien Ouais, compris. Et bon, je passe après, j'avais pris des belles photos. Je mets ma main dans ma deuxième poche et puis j'avance mon deuxième pied au-dessus du panier, puis je donne l'argent au mec. Et le mec, il prend l'argent et puis il me regarde dans les yeux, il fait. Et tu sais, j'ai pas compris ce qui se passait, mais j'ai senti la présence du serpent qui était juste là entre mes cuisses, avec la tête comme ça. Ok. Et puis le serpent, il est passé comme ça devant moi, là, juste sous la zone, tu vois. uh-huh, Et, uh-huh. et j'ai vraiment ressenti ma vitalité faire un vrai chemin, tu sais, jusque-là. Vraiment, je l'ai senti. Et le Pour les mec, gens qui nous écoutent, le geste, là, c'était d'en bas jusqu'à la gorge. oui, bon, j'ai les Ouais. dénois qui sont remontés jusqu'à la gorge. Et, Ouais. et donc, le charmeur de serpent tape sur la tête du serpent. Le serpent, tu sais, il vient siffler devant mes cuisses, là, Ouais, ça, puis il rentre ouais, dans son panier. Et il me semble, dans mon imaginaire, le gars me parlait dans sa langue. Il m'a dit, mais mec, mais t'es trop con, quoi. ouais. Et j'ai fait tout le chemin depuis cette place où je me trouvais à Jaipur jusqu'à l'hôtel en me disant, mais qu'est-ce que je suis con, mais qu'est-ce que je suis con. J'ai mis ma vie en danger Mm, sans même me rendre compte de la stupidité mm, dont j'avais fait preuve à ce moment-là. Et mm, là, j'ai compris vraiment que déjà, je pouvais perdre ma vie à un moment tout à fait pas prévu. mm, mm, Okay. Mais qu'en plus, j'avais beau savoir tout plein de choses, ça ne me rendait pas nécessairement intelligent mm, quant à appréhender la vie avec tous les aspects qu'elle peut contenir. Je ne savais mm, pas faire ça. En mm. fait, et ça m'a marqué. Et à ce moment-là, c'est pas une décision, c'est un mécanisme naturel qui s'est fait que c'était important pour moi d'apporter plus de valeur à la vie humaine et Mm. l'entretenir de la manière qui est le plus possible en fonction de mes Wow. capacités. C'est comme ça que je suis rentré dans ce Ça, processus. c'est magnifique. Tu sais, c'est comme de l'école théorique ou du monastère à la Oui. vie active en Mhm. relation avec l'autre. Hein, tu sais. Donc, je trouve ça magnifique, ce choix-là aussi que tu as fait de prendre ces 4 années-là pour dire, ah, OK, là, je sors du monastère puis je vais vers la vie, là. Louis, Olivier, Louis, on va terminer bientôt. J'aimerais ça, Louis, peut-être parce que Olivier, justement, nous amenait là, euh, à travers l'enseignement. Ça fait combien de temps, là, maintenant que tu enseignes? L'âge de 13 ans, 14 ans. Ouais, ben oui, c'est vrai, t'as jamais arrêté, t'as jamais J'ai arrêté. jamais arrêté. T'as jamais arrêté. Puis qu'est-ce qui Oui. t'allume encore aujourd'hui là-dedans? Qu'est-ce qui te passionne encore dans la pédagogie, autant dans le faire que dans la réflexion sur la pédagogie? Hum, Entre parenthèses, il faut dire que l'ordre dans lequel je suis rentré, c'était un ordre d'enseignant. Hein. Hmm. Bref. Je pense que depuis le début, c'est tout. Je suis, en partant là, je suis un disciple de Paulo Freire. Hein. Déjà, de Paulo Freire. OK. Déjà, dans la catéchèse que je faisais à mes 14-15 ans, c'était la méthode Freire qu'on utilisait et je l'ai appris en faisant la catéchèse. Et donc, c'est nécessairement une pédagogie qui est beaucoup à l'écoute des autres et c'est une pédagogie dans laquelle c'est les gens qui portent la connaissance, c'est les gens qui portent le savoir, puis l'éducateur, le pédagogue est là pour l'accompagner. Et là, juste pour permettre à tous ces savoirs-là de s'exprimer et tous ces savoirs-là de se mettre au profit des gens qu'ils portent. OK, donc, OK, j'avais comme compris le contraire. Donc, ce que je comprends, c'est que l'élève porte déjà le savoir. Il le porte et c'est un savoir qui est pour lui et qui vient de lui. Mhm. Et l'éducateur, le pédagogue, qui est là pour l'aider juste à l'accompagner dans l'organisation de ces savoirs-là,
puis à sa mise en pratique pour le bénéfice de la personne qui apprend. Puis pour moi, et c'est de toute manière, c'est ma philosophie pédagogique, et je pense que c'est cette manière-là, et peut-être je me suis rendu compte beaucoup plus de temps après, et pourquoi que je tombais toujours dans l'enseignement, c'est parce que c'était ça que j'aimais. C'est ce que j'aimais, c'est de savoir que les autres savent, puis qu'eux, ils peuvent faire quelque chose avec ces savoirs-là et que d'une certaine manière, je pouvais accompagner ce processus-là pour que les gens puissent devenir comme, on le dit comme ça, les auteurs de leur vie. Ou ceux qui faisaient leur propre histoire. Et ça, donc, met tout le sens révolutionnaire là-dedans, met tout le sens de liberté, met tout le sens de devenir sujet, met tout ça dans ce processus-là, pour moi, c'est ça la pédagogie. Et pour moi, ça n'a aucun autre sens que ça, la pédagogie. Et pour moi, encore aujourd'hui, même au niveau universitaire, puis même au niveau des maîtrises, et peut-être que tu l'as vu, j'insiste toujours sur ça. L'important, c'est le savoir à vous, et le reste, là, réinterprétez-le en fonction de votre expérience de vie. Parce que c'est vous qui connaissez qu'est-ce qui est bon pour vous dans vos vies. Ça me fait penser à... Je pense que c'était la première journée, le premier cours de ma démarche, ma propre démarche de maîtrise à l'UQAR. C'était Jeanne-Marie Rouguira qui donnait le cours. Et je me souviens plus de la formulation de la question, mais ça ressemblait à qu'est-ce que je sais faire, mais que je ne sais pas encore que je sais faire. Oui, c'est ça. Quelque chose comme ça. Ça me fait... Et puis, ce que je trouve magnifique aussi dans ton approche à toi, Loïc, Loïc, c'est mon fils, excusez-moi. Louis, c'est que il y a un accompagnement. Écoute, je peux juste parler pour moi, là, mais ça fait 1 an que je suis plus en cours, que je suis en tentative d'entamer de l'écriture. Certains petits succès, beaucoup, beaucoup de procrastination, mais tu es toujours là, tu sais, au sens où, puis tu me l'as dit dernièrement, puis ça m'a énormément touché, la finalité est peut-être pas aussi importante que le chemin, puis que le processus, et ça, tu l'accompagnes même au-delà, je dirais, du contexte, je suis peut-être pas supposé de dire ça là, pour tes supérieurs, mais au-delà du contexte universitaire d'inscription puis de paiement de session, là, ça va plus loin que ça. C'est une pédagogie qui est aussi en relation avec l'autre. Puis ça, c'est hyper riche et très, très, très apprécié. Je voulais te le dire publiquement. Merci, mais hey, on a perdu Olivier. Oui, il vient de se lever, j'imagine que... Mais ça, c'est important que ce que tu dis, parce que pour moi, la pédagogie, c'est fondamentalement relationnel. Tout le reste, là, c'est accessoire. Et je pense que ça va un peu à l'encontre de la vision et la manière dont on fait l'enseignement normalement aussi. Hey, je vais en profiter que Olivier, il était disparu une petite seconde. En fait, dans mon interpellation au public, il y a eu une question. C'est quand même pas mal à 1 heure de préavis, là. Elle vient de Louise Rosenberg, et puis c'est une question plutôt d'actualité, moins en lien avec peut-être le sujet des histoires de vie de notre rencontre d'aujourd'hui. Mais je la pose tout de même. Elle s'adresse à Louise. Quelle posture, selon toi, Louis, est la meilleure à prendre pour traverser la crise dans laquelle nous nous trouvons et que pouvons-nous espérer par la suite de l'humanité? Pas n'importe quoi comme question. Hein? Je peux peut-être la reformuler. La meilleure posture pour traverser la crise actuelle et qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite pour l'humanité? Moi, je pense que les crises ne se traversent pas, les crises se vivent.
et les crises. Puis, honnêtement, tu le disais tantôt, puis je trouvais ça très intéressant. C'est d'apprendre à ne pas se battre contre la vie. Mm. De savoir que ce qui est là, c'est pour nous montrer quelque chose, pour nous apprendre quelque chose de nous-mêmes, du monde, des gens. Et l'avenir n'existait pas en dehors de ce que nous faisons aujourd'hui. Mm. L'avenir, on va le construire à partir de nos apprentissages d'aujourd'hui. Et là, je parle en tant que pédagogue. Mm. Si nous apprenons, à mon avis, que si nous apprenons à apprendre de ce qui nous arrive, à penser ce qui nous arrive, nous allons construire notre présent en fonction d'un avenir qui est centré sur nos apprentissages, nos propres besoins, nos pratiques, notre manière, notre capacité d'aller, notre désir d'aller là où nous voulons aller. Wow. Ouais. Écoute, moi j'ai envie de terminer là-dessus parce que je trouve que ça nous appelle à la suite pour notre humanité. C'est un beau message d'humanité puis de pédagogie. Olivier, tu veux nous dire quelques mots avant qu'on se quitte? Puis avant qu'on se quitte aussi, je vais peut-être juste brièvement là, faire une petite conclusion. Oui, j'abonde dans le sens de Louis. Et la réponse ne vient pas de moi. J'ai écouté une conférence, un conférencier récemment, mais sa réponse me rejoint beaucoup dans ma façon de penser. En fait, cette période de crise-là, elle n'est pas là innocemment, elle n'est pas là pour rien, elle vient s'adresser à nous, parce qu'on est tous concernés, et elle s'adresse à nous surtout en nous sortant peut-être d'une certaine zone confortable, d'une certaine zone où il y a une routine qui se répète, et puis le futur est prévisible et tout ça, nanana. Et puis là, d'un seul coup, tout vient être chamboulé d'un seul coup, mais instantanément, et tout le monde est concerné par l'affaire. Et ce que ça permet de découvrir aussi, c'est qu'il n'y a rien de sûr. Il n'y a rien de certain dans l'avenir. Et peut-être c'est une ouverture à réapprendre à vivre avec l'incertitude, réapprendre à vivre avec la possibilité que tout change du jour au lendemain. Et ce que disait ce conférencier, il exprimait le fait que l'art de vivre maintenant est celui de savoir vivre aussi avec l'imprévu, savoir vivre avec l'incertitude. Et j'ai aimé le fait qu'il utilise le mot art de vivre, parce que moi je suis dans un art de vivre aussi, qui consiste à prendre la vie comme elle vient et de savoir s'adapter à ses besoins sans vouloir que ce soit ma volonté qui s'applique, mais le besoin, mon besoin de vie soit réellement répondu, le besoin de la vie dans mon corps soit réellement répondu. Et je pense que c'est vraiment une démarche à travers laquelle on peut se sentir invité à se redécouvrir, à se retrouver, peut-être même à se redéfinir. Voilà, donc peut-être s'ouvrir à cette disposition d'esprit plutôt qu'essayer, comme on nous le dit souvent dans les journaux, à revenir à une vie normale. Il n'y aura plus de normalité, a déjà été tuée. C'est une autre normalité qui doit naître à partir de maintenant. Et je pense qu'elle peut naître à partir de notre savoir embrasser la vie avec ses imprévus. Toucher la vie. Toucher la vie. Comme le titre du podcast d'Olivier que je vous invite à aller consulter. D'ailleurs, je vais terminer là-dessus. On appelle ça en bon français les plugs. Donc, pour ce qui est du podcast, je pense que le lien le plus facile, ça va être de passer par Facebook, qu'à peu près tout le monde a. Vous pouvez aller sur Facebook et écrire dans votre barre de recherche podcast.live. Donc, Pat comme Patrick et Cast, C-A-S-T, .live sur Facebook. À partir de là, les épisodes vont être disponibles gratuitement dans quelques semaines sur YouTube. Et pour les gens qui voudraient les voir plus rapidement, surtout quand on parle de choses d'actualité, des fois, c'est plus cohérent là, d'avoir quelque chose qui a été publié récemment. Vous pouvez aller sur le site Patreon. Vous allez trouver le lien sur Facebook, mais je vous le donne quand même. C'est patreon.com/podcast. Et c'est une façon aussi d'encourager ma démarche parce que vous pouvez prendre un abonnement, avoir soit uniquement l'audio, avoir l'audio et la vidéo. Enfin, il y a plusieurs options. Ça me permet de pouvoir continuer cette démarche-là. Voilà, ben, c'est une première. Je suis vraiment content. Puis
Écoute, je sais pas pour le temps, là, le temps que ça prend, là. Chers amis de CIAX, là, Eve et Annie, vous vous arrangerez avec ça. Euh, donc, voilà, vous ferez du montage, du découpage, sinon vous me direz ce que vous voulez, puis on trouvera. Mais je pense que c'est important de laisser la parole s'exprimer au rythme où elle veut s'exprimer. Et c'est ça l'idée aussi de ce podcast-là. Je vous remercie beaucoup pour votre temps, votre générosité, Louis et Olivier. Et puis, on se quitte là-dessus. Un gros, gros merci. Merci à toi, merci Olivier. Merci à toi, Patrick. Merci, Louis. À bientôt. Et à tout bientôt.